Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire une présentation sur la stratégie énergétique 2050. C'est un objet qui sera soumis à vos suffrages le 21 mai 2017 et c'est un objet très important pour l'avenir de la Suisse, pas seulement son avenir énergétique, mais aussi son avenir économique. Et c'est un objet sur lequel il se dit beaucoup d'inexactitudes, raison pour laquelle nous avons conçu ce webinaire qui est là pour vous informer. Je vais procéder en 3 étapes. D'abord, je vous expliquerai sur quoi on vote exactement le 21 mai. Ensuite, je vous dirai pourquoi cette stratégie énergétique 2050 est à la fois nécessaire mais aussi réaliste. Et puis, troisième point, je vous montrerai en quoi les arguments des opposants à la stratégie énergétique ne tiennent pas la route. Alors, première partie, sur quoi vote-t-on exactement le 21 mai? D'abord, il faut se souvenir de la catastrophe de Fukushima, la catastrophe nucléaire qui est advenue le 11 mars 2011. C'est là que sont les racines de la stratégie énergétique 2050. À ce moment-là, le Conseil fédéral a décidé de ne plus octroyer une nouvelle autorisation pour de nouvelles centrales nucléaires. Il faut savoir qu'à l'époque, comme les réacteurs nucléaires de Suisse sont très vieux, très anciens, on a notamment la plus vieille centrale nucléaire au monde sur notre territoire, eh bien, 2 demandes pour des nouvelles centrales qui auraient été appelées à remplacer les anciennes étaient en cours. Ensuite, les Verts ont lancé une initiative pour la sortie programmée du nucléaire, pour limiter la durée de vie des centrales existantes. Et à ce moment-là, le Conseil fédéral a décidé de lancer un projet de modification législative, la stratégie énergétique 2050, pour inscrire dans la loi sa décision de ne plus autoriser de nouvelles centrales et pour répondre à l'initiative des Verts sous forme de contre-projet. Les travaux du Parlement sur cette stratégie énergétique 2050 ont duré 5 ans et ils ont débouché sur un très bon compromis que je défends aujourd'hui, que tous les partis sauf l'UDC défendent aujourd'hui. En effet, la loi a été très largement acceptée au Parlement, mais l'UDC a lancé un référendum, donc a attaqué la loi et c'est ce qui impose le vote populaire du 21 mai. La stratégie énergétique, elle est en réalité conçue en 2 volets. Donc, ce sur quoi vous allez voter, ça ne va pas jusqu'à 2050, c'est le premier volet qui va jusqu'à 2035. C'est ce premier volet qui a été accepté largement par le Parlement en septembre de l'année dernière. Donc, avec 120 voix pour, 72 voix contre et 6 abstentions au Conseil national et 35 voix pour, 6 voix contre et 3 abstentions au Conseil des États. Donc, vraiment un bon compromis largement accepté. Il y a un deuxième volet pour cette stratégie énergétique, donc de 2035 à 2050, mais ce deuxième volet qui comprenait notamment des taxes incitatives a été refusé à l'unanimité par le Conseil national en mars 2017, donc il est plus à l'ordre du jour. Et de toute façon, vous n'allez voter que sur ce premier volet le 21 mai prochain. Le deuxième volet, il est retourné au point zéro, c'est-à-dire que le Parlement doit recommencer dès le départ tout le travail et il sera bien entendu, une fois qu'on aura fait ce travail, soumis au référendum facultatif. Donc si assez de personnes ne sont pas d'accord avec ce deuxième volet, elles pourront susciter un vote, mais ça n'arrivera pas avant plusieurs années. Aujourd'hui, on vote sur le premier volet. Alors, je vais maintenant vous énumérer 7 points qui sont les contenus de la stratégie énergétique 2050, premier volet, sur lesquels vous allez voter le 21 mai. Et ces 7 points, je les énonce comme titre. Il y a la sortie progressive du nucléaire, il y a des soutiens aux énergies renouvelables, il y a des procédures plus rapides pour les renouvelables, des soutiens à l'électricité hydraulique, des protections des zones écologiques les plus précieuses. Il y a des économies d'énergie, enfin, dans la mobilité et dans le bâtiment. Alors, je reprends ces points un petit peu plus en détail. La sortie progressive du nucléaire, je vous ai dit, le Conseil fédéral a annoncé qu'il ne voulait pas de nouvelles centrales nucléaires, mais il ne s'est pas ancré dans la loi. Donc, on va ancrer ce refus de nouvelle autorisation pour des nouvelles centrales nucléaires dans la loi. Ensuite, les centrales nucléaires existantes, les 5 réacteurs qui existent actuellement sur notre territoire, ils vont être fermés progressivement, mais sans délai. L'initiative des Verts demandait un délai, elle a été refusée par le peuple, donc ces centrales seront fermées progressivement en fonction de critères de sécurité et de critères économiques. Maintenant, on passe au deuxième point, les soutiens aux énergies renouvelables. De quoi s'agit-il exactement ?
Il s'agit de soutiens qui existent déjà, mais pour lesquels on va libérer des fonds supplémentaires. Actuellement, si vous mettez des panneaux solaires sur votre maison, par exemple, vous allez avoir un soutien qui vous permettra de rendre cette installation rentable. Et ce soutien, il est financé par un prélèvement que vous retrouvez par la suite sur votre facture d'électricité. Et ce prélèvement, il va augmenter de 1,5 à 2,3 centimes au kilowattheure jusqu'à 2022. C'est une mesure qui est limitée dans le temps. Ce sera aussi possible d'avoir un soutien unique à l'investissement. Donc plutôt que de vous racheter, pardon, l'image est partie trop vite, plutôt que de vous racheter votre énergie à un meilleur prix, on va simplement prendre en charge une partie de votre investissement quand vous installez les panneaux solaires sur votre toit. Troisième point, on va voter aussi sur des procédures plus rapides pour installer des renouvelables. Il y a actuellement des lourdeurs administratives dans les processus d'autorisation, ça ira plus vite. Et puis, on va faciliter l'installation de grandes installations renouvelables dans des zones qui sont jusqu'ici absolument intouchables. Donc, on va octroyer l'intérêt national pour les grandes installations de renouvelables et cet intérêt sera équivalent à celui de la protection du paysage. Ça ne veut pas dire, j'y reviendrai, qu'on peut mettre des éoliennes partout, mais ça veut dire que quand on fait une pesée d'intérêt, ce qui se fait d'ailleurs déjà aujourd'hui entre construction de renouvelables et protection du paysage, on considère que les deux sont équivalents et donc ça donne plus de marge de manœuvre aux juges qui se chargent de ces cas-là, de cette pesée des intérêts et aux autorités également. On va soutenir l'électricité hydraulique avec la stratégie énergétique. Il y a 120 millions par an qui seront affectés aux grandes centrales hydroélectriques qui sont actuellement menacées parce que les prix de l'électricité sont très bas en Europe. On a une surproduction d'électricité en Europe. Et donc, ces soutiens permettront aux barrages suisses de rester des barrages suisses, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas vendus à des propriétaires étrangers et ils pourront optimiser leur production, ce qui est nécessaire aujourd'hui dans la perspective de la sortie du nucléaire. Point 5, et c'est un point important parce que je vous l'ai dit, on va faciliter la construction de grandes installations d'énergie renouvelable et avoir une pesée des intérêts plus favorable pour ces installations face à la protection du paysage. Il y a une compensation. On va exclure totalement les installations de renouvelables des biotopes d'intérêt national, donc les zones écologiquement les plus précieuses sont sauvegardées, c'est pas le cas aujourd'hui, et on va plus construire des petites, on va plus soutenir, pardon, des petites installations hydroélectriques néfastes à la biodiversité. On va laisser les fleuves qui sont encore libres, les petites rivières encore libres dans leur état naturel, et ça c'est aussi très important pour l'environnement. Enfin, deux derniers points, les économies d'énergie. Il y a dans la stratégie énergétique des valeurs indicatives de réduction de la consommation énergétique qu'on va essayer d'atteindre. Ce n'est pas des objectifs contraignants, mais c'est là cela vers quoi on va tendre. Et pour ce faire, notamment, on va instaurer des prescriptions qui vont exiger que les nouvelles voitures qui seront mises sur le marché soient en moyenne moins émettrices de CO2. C'est quelque chose qui se fait déjà en Europe et qui vous permettra tout simplement, quand vous achetez une voiture, d'avoir plus de choix dans des voitures qui sont efficientes et qui consomment moins d'essence. Vous ferez aussi des économies dans ce domaine-là. Et puis, il y a les économies d'énergie dans le bâtiment. On va soutenir un petit peu plus ceux qui souhaitent mieux isoler leur bâtiment, changer le chauffage, avoir une maison plus écologique. On pourra aussi déduire fiscalement les dépenses, plus de dépenses pour l'assainissement énergétique des bâtiments. Voilà, ça c'est ce qu'il y a dans cette stratégie énergétique. Exactement. Il y a rien d'autre, il n'y a pas des taxes, il n'y a pas des interdictions, il y a ces 7 points que je viens de vous citer. Alors maintenant, pourquoi cette stratégie énergétique, elle est nécessaire et elle est réaliste? D'abord, la stratégie énergétique, elle est nécessaire parce que, excusez-moi, actuellement, les centrales nucléaires suisses produisent tout de même 33,5% de notre électricité. Et cette partie de notre électricité, on va devoir la compenser parce que ces centrales nucléaires, elles vont fermer progressivement. Dans certains cas, c'est déjà planifié. Même la centrale nucléaire de Mühleberg va fermer en 2019, c'est déjà décidé.
Besnao 1, le plus vieux réacteur au monde encore en fonction, est à l'arrêt depuis 2 ans pour des problèmes techniques. On ne sait pas s'il pourra être remis en fonction. Donc cette énergie-là, il faut bien entendu la remplacer. Un tiers de notre production électrique doit être remplacé. Ça va se faire progressivement, mais ça va se faire quand même et on doit anticiper pour remplacer cette électricité par de l'électricité propre et produite localement. Deuxième problème, et là c'est un problème qui est lié au climat, la Suisse dépend à 75% des importations d'énergie. Principalement, vous le voyez sur le graphique, c'est des carburants, les combustibles, du gaz et puis de l'uranium. Et tous ces produits, ces matières premières sont importées de l'étranger. On dépense environ 10 milliards chaque année à cet effet. Donc c'est de l'argent qui part à l'étranger. Et ce sont des matières premières qui génèrent beaucoup de CO2. Et c'est notre problème. On dépend massivement des énergies fossiles importées et la Suisse s'est engagée dans le cadre de l'accord de Paris à réduire ses émissions de CO2. Donc on le voit, je vais retourner en arrière. Problème 1, on doit remplacer la production électrique. Problème 2, on dépense beaucoup d'argent à l'extérieur et on est dépendant de l'extérieur pour notre approvisionnement électrique et énergétique. Et problème 3, on émet beaucoup de CO2. Et ça, ce sont des problèmes qu'on doit résoudre. C'est un triple défi. On doit remplacer l'énergie de nos centrales nucléaires, on doit réduire nos émissions de CO2 et on doit renforcer notre autonomie énergétique. Et c'est l'enjeu, tout l'enjeu de la stratégie énergétique 2050 et tout le génie, je dirais, de cette stratégie énergétique, c'est de répondre à ce triple défi, parce que la stratégie énergétique va développer localement les énergies renouvelables, elle va réduire le gaspillage énergétique, et puis, ce faisant, elle va réduire progressivement notre dépendance aux énergies fossiles importées, ces énergies fossiles qui nous mettent en situation critique avec les émissions de CO2. Il n'y a pas de plan B, et ça c'est un point très important. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Blöcher et d'autres nucléocrates ou nostalgiques du nucléaire voudraient construire des nouvelles centrales nucléaires, mais c'est vraiment une piste qui est absurde parce que d'abord la population n'en veut pas, et ça c'est très clair. On n'arrivera jamais à construire de nouvelles centrales nucléaires actuellement. C'est pas viable, et ce sont les investisseurs qui le disent, puisque aucun investisseur ne souhaite plus construire, mettre de l'argent dans une nouvelle centrale nucléaire, et les électriciens eux-mêmes, qui avaient encore 2 projets qu'ils souhaitaient déposer avant Fukushima, y ont renoncé. Une autre proposition qui est faite dans le cadre de la campagne par les opposants à la stratégie énergétique, c'est importer du courant. Mais c'est aussi une situation absurde parce que si on porte plus de courant pour remplacer la production de nos centrales nucléaires, qu'on doit de toute façon fermer parce qu'elles arrivent à terme, ça implique d'importer du courant électrique qui est issu du charbon, donc fortement émetteur de CO2, en contradiction avec l'accord de Paris. Ça implique une perte d'autonomie et de contrôle sur notre approvisionnement, et puis notre argent part à l'étranger, donc c'est absolument contre-productif pour la Suisse. Alors il y a des gens qui disent parmi les opposants, on ne va pas y arriver, la stratégie énergétique 2050, c'est pas possible. J'aimerais vous donner quelques bonnes nouvelles. Actuellement, il y a 38 000 projets d'installation d'énergie renouvelable qui sont en attente de soutien dans les tiroirs de la Confédération et qui seraient débloqués avec la stratégie énergétique 2050. Ces projets, ils offrent déjà une production électrique équivalente à 40% de notre production nucléaire. Donc on peut tranquillement, avec seulement ces projets qui sont en attente d'être réalisés, en attente d'être soutenus, on peut remplacer nos plus vieilles centrales nucléaires, Mühleberg notamment et Besnao 1, qui sont actuellement ou bien promises à une fermeture prochaine, ou bien à l'arrêt pour des problèmes techniques. Chaque mois, 1000 nouveaux projets d'énergie renouvelable sont déposés. Donc c'est vraiment un engouement total pour ces soutiens aux énergies renouvelables. Ces panneaux solaires, les panneaux solaires qui sont la principale source d'énergie renouvelable, la majorité, enfin 90% des projets qui sont déposés sont des projets de panneaux solaires. Les panneaux solaires ultra efficients fournissant 2 fois plus d'énergie sont actuellement mis au point à l'EPFL, donc on va avoir besoin vraisemblablement avec les années beaucoup moins de panneaux solaires que ce qu'on pouvait imaginer. Ils sont très efficients, les nouvelles versions qui vont sortir. Ensuite, on a de plus en plus de solutions de stockage pour stocker l'électricité qui est produite en masse quand il y a du soleil et la réutiliser quand il y en a moins.
Il y a le pompage-turbinage qui est réalisé dans nos barrages, il y a les batteries individuelles ou les batteries en ferme, c'est-à-dire des grands sites de batteries. Et puis Power to Gas, j'ai pas le temps de vous expliquer ça maintenant, mais ça veut dire qu'on va stocker l'électricité sous forme de gaz. Ensuite, je continue avec les bonnes nouvelles. Un tiers de l'électricité est de facto gaspillée, donc on n'en a pas besoin par des appareils en veille, des éclairages inefficaces ou dans les systèmes de production qui sont inefficients. Donc il y a un énorme potentiel d'économie sans toucher d'aucune façon à notre confort et aux prestations dont on bénéficie aujourd'hui. La transition à l'électromobilité qui va se faire progressivement représente un grand gain en matière d'efficience parce que les moteurs à essence gaspillent énormément d'énergie sous forme de chaleur. Le rendement est très faible, de 25 à 30%, alors que les moteurs électriques sont très efficients, donc exigent beaucoup moins d'énergie pour la même prestation. Leur rendement est de 80 à 95%. Enfin, on a déjà presque atteint la valeur indicative de réduction de consommation d'énergie qui avait été fixée, qui est fixée pour 2020. On voulait atteindre moins 16% de la consommation, c'est donc une consommation individuelle par rapport à 2000. Et actuellement, on est déjà à moins 14%. On était déjà à moins 14% en 2015, donc on voit que c'est pas un gros effort. On est de plus en plus efficient. Donc la stratégie énergétique, c'est clair qu'elle est nécessaire et réaliste pour notre environnement. Elle permet une sortie progressive du nucléaire. Elle offre des mesures de protection du climat. Elle nous permet de préserver les biotopes d'importance nationale et d'arrêter aussi de soutenir les petites centrales hydrauliques qui ont un effet très néfaste sur la biodiversité et le paysage. Donc pour l'environnement, il faut voter oui à la stratégie énergétique, mais il faut aussi voter oui à la stratégie énergétique pour notre économie, puisque les investissements qu'on fait en Suisse, plutôt que d'importer des énergies fossiles polluantes à l'étranger, donner notre argent finalement à l'étranger, on va pouvoir l'investir l'argent dans des modes de production d'énergie propres et locaux. Il y a des calculs qui ont été faits. L'ensemble de la transition énergétique pourrait créer 85 000 emplois en Suisse, d'après une étude de la SES qui est sortie en 2012. Et puis évidemment, si on arrête de gaspiller, on est plus efficient. Si on innove, on est plus compétitif. C'est tout bénéfice pour nos entreprises. Dernier point, les arguments de nos opposants. Nos opposants disent que la stratégie énergétique coûterait 3 200 francs par an et par ménage. C'est absolument faux. Ce chiffre inclut toute une série de points sur lesquels vous ne votez pas et qui ne font pas partie de la stratégie énergétique 2050, notamment les frais d'entretien du réseau qui sont complètement indépendants de la stratégie énergétique et qui devront être réalisés de toute façon que vous votiez oui ou non en mai. Il inclut aussi, et c'est pour ça que je vous ai parlé au début de la présentation des deux volets de la stratégie énergétique, ce prix, ce coût, inclut aussi des mesures qui sont prévues dans le deuxième volet de la stratégie énergétique 2050, qui sont calculées d'ailleurs faux, qui ne concernent en rien le vote du 21 mai. Et ce deuxième volet a de toute façon été refusé par le Conseil national. Donc il est hors jeu, inexistant. Non seulement vous ne votez pas sur ce deuxième volet le 21 mai, mais il doit être revu complètement par le Parlement. Donc ces chiffres n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Au contraire, la stratégie énergétique sera profitable pour les ménages, puisque la seule augmentation des coûts qui est inclue dans ce vote et qui est prévue concrètement, c'est une hausse des soutiens aux énergies renouvelables qui est prélevée sur votre facture d'électricité. Les calculs du Conseil fédéral le prouvent. Il s'agit d'un surcoût d'environ 40 francs par ménage et par an pour une famille de 4 personnes, avec une consommation électrique moyenne. Donc vous voyez que ce sont des frais minimes et ce sont des frais qui sont en plus compensés par les économies qu'on fera tous grâce à des voitures, des appareils électriques et des maisons plus efficientes. Là, je vous ai mis le chiffre des économies en termes d'essence. C'est 400 francs par an pour le gain d'efficience des voitures qui sera obtenu grâce aux nouvelles prescriptions sur les nouvelles voitures immatriculées en Suisse. Deuxième argument qui est fallacieux, la Suisse ne sera pas recouverte d'éoliennes. C'est faux de dire cela. La stratégie énergétique 2050 ne contient aucun objectif spécifique pour le développement des éoliennes. Il y a un objectif qui est d'ailleurs même pas un objectif, c'est une valeur indicative générale
pour les renouvelables dans l'ensemble, la part d'éoliennes n'est pas précisée. Nos opposants parlent toujours du chiffre de 1000 éoliennes. C'est un chiffre qui est sorti d'un document administratif qui est dépassé. Et c'est un document administratif qui n'est pas contraignant, qui n'est pas lié à la stratégie énergétique 2050. Je l'ai déjà dit, les biotopes d'importance nationale sont exclus, donc il y a un grand nombre de régions où on ne pourra pas mettre des éoliennes. Et puis les ONG environnementales ont toujours leur droit de recours, elles ont toujours la possibilité de faire recours contre des mauvais projets, et les populations locales ont toujours leur mot à dire également. Des votes peuvent être organisés au niveau local pour que les gens puissent dire s'ils souhaitent voir se développer un projet éolien dans leur commune ou pas. Toutes les grandes ONG environnementales soutiennent la stratégie énergétique 2050. Jamais elles ne feraient cela si la stratégie énergétique impliquait la destruction de notre environnement et de nos paysages. C'est vrai, l'éolien est encouragé par la stratégie énergétique, mais il y a des garde-fous. D'abord, le potentiel du solaire et de la biomasse. Et dans un deuxième temps, quand la technologie sera au point de la géothermie, le potentiel de l'ensemble de ces technologies vertes, de ces énergies vertes, est bien plus important que l'éolien. L'éolien peut apporter une contribution, mais elle est minime par rapport notamment à celle du solaire. Tous les projets déposés ne seront pas réalisés, il y aura des oppositions, des recours qui sont toujours possibles, la population peut dire non. Donc il faut se concentrer sur les projets les plus rassembleurs et les plus productifs. Et je ne peux pas imaginer, et ce n'est pas le propos de la stratégie énergétique 2050, de détruire les paysages suisses avec des éoliennes. Il y aura des éoliennes, mais des garde-fous existent, il n'y en aura pas partout, il y en aura là où la population les accepte et là où les projets respectent nos bases légales. Enfin, la stratégie énergétique ne signifie pas le retour à la douche froide, aux interdictions, aux privations. Toutes ces affirmations de nos opposants relèvent quasiment du délire, c'est vraiment de la désinformation. Au contraire, les renouvelables assurent une production de chaleur et d'électricité indépendante, autonome, qui ne dépend pas de l'étranger, sûre, locale et économique. Donc c'est tout le contraire des énergies fossiles importées. Si vous chauffez votre eau pour votre douche avec des panneaux solaires sur votre toit, c'est tout à fait sûr et confortable. D'ailleurs, énormément de gens le font déjà et je crois que tous ces gens rigolent quand ils voient les menaces de douche froide agitées par les opposants à la stratégie énergétique. Ce sont au contraire ces énergies-là qui vont nous assurer notre niveau de confort actuel et pas le pétrole. L'idée de l'efficience, c'est par définition d'avoir un confort égal, voire accru pour une moindre consommation, et on a justement des technologies qui le permettent aujourd'hui. Aujourd'hui, les nouveaux bâtiments qu'on construit peuvent être producteurs nets d'énergie, donc c'est au contraire assurer notre confort, puisque chaque bâtiment produit l'énergie dont il a besoin, et parfois même plus que l'énergie dont il a besoin, donc produit de l'énergie pour d'autres. Et l'électromobilité est aussi une mobilité qui est tout à fait confortable et qui n'implique pas de privation. Une voiture qui consomme moins d'essence ou qui n'en consomme même plus du tout vous offre les mêmes prestations qu'une voiture polluante. Enfin, et c'est un point très important, la stratégie énergétique 2050 ne contient aucune interdiction ni aucune taxe supplémentaire. Il n'y a pas d'interdiction du chauffage à mazout, il n'y a pas de taxe sur l'essence. Ce sont des mesures qui ont certes été discutées pour certaines d'entre elles, notamment les taxes incitatives, mais il s'agissait du deuxième volet de la stratégie énergétique qui a été d'ores et déjà refusé à l'unanimité par le Conseil national et qui n'est donc plus d'actualité. Ce n'est pas là-dessus que vous allez voter le 21 mai, vous allez voter sur la promotion des énergies renouvelables, sur l'efficience, mais sans interdiction et sans taxe. Voilà, pour conclure, je dirais que la stratégie énergétique garantit notre sécurité, elle garantit notre qualité de vie et elle garantit notre prospérité. Et c'est dans cet esprit que je vous recommande de voter oui le 21 mai prochain. Cette stratégie énergétique, elle est le fruit d'un compromis mûrement travaillé, mûrement abouti par le Parlement. Elle est soutenue par le Conseil fédéral, par une écrasante majorité du Parlement, par tous les partis, tous les grands partis sauf l'UDC. Elle est aussi soutenue très largement par les milieux économiques, par les ONG environnementales, par les associations de locataires et par les associations de défense des consommateurs. Et je pense que c'est vraiment la meilleure solution
pour remplir les défis de notre approvisionnement énergétique pour l'avenir. Voilà, j'aimerais vous remercier pour votre attention et je vais maintenant terminer la présentation. Si vous avez des questions ou à me poser ou des feedbacks à me faire, n'hésitez pas à prendre contact. C'est avec plaisir que vous pourrez nous répondre. Que nous vous répondrons.